Salut tout le monde! Pour décrire les formes et limites d'un territoire, une carte, c'est vraiment le luxe. Mais quand leur présence fait défaut, il faut bien se rabattre sur autre chose. Générique. La production écrite de Tolkien est sans commune mesure avec sa production cartographique, même si cette dernière n'est pas anodine non plus. C'est donc à cette nouvelle source que nous allons nous abreuver pour poursuivre notre périple géographique. Et nul doute que vous ne vous étonnerez pas de me voir citer les textes publiés dans les Homi plutôt que ceux du Silmarillion, n'est-ce pas ? De même, il vaut mieux être au fait des cartes d'Arda dessinées par Tolkien et de la chronologie des événements bouleversant la géographie du monde telle que définie dans les annales d'Aman. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, vous pouvez éventuellement retrouver ces éléments chronologiques dans la vidéo 3.1 de la chaîne ou aller lire quelques articles résumés sur Tolkiendill, car nous allons suivre le cours de l'histoire d'Arda en nous appuyant sur les textes correspondant à la vision platiste du monde et à une genèse de la lune et du soleil après la mort des arbres. Dans ce cadre, les textes les plus tardifs connus illustrant par des mots les changements ou les descriptions du monde sont le Quenta Silmarillion tardif, les Annales d'Aman et les Annales grises. Et voici ce qu'ils disent. En arrivant sur le monde, les Valar mettent les terres et les mers en ordre, régulièrement contrecarrés par les actions de Melkor, jusqu'à ce que Tulkas arrive et chasse le fauteur de troubles. Et elles peuvent ensuite œuvrer en paix. Et elles offrent la lumière des lampes Illuin et Ormal au monde, les plaçant sur deux piliers semblables à des montagnes au milieu d'Arda, au nord et au sud. Lambarkenta précise que ces piliers étaient placés au nord et au sud du milieu de la Terre, cependant plus près de celui-ci que du gouffre de l'Ilmen. Les Valar poursuivent leur labeur jusqu'à ce que le royaume d'Arda soit prêt. À noter qu'il y a déjà des montagnes. Et les Valar font leur demeure sur une île verte au milieu d'un lac situé entre Illuin et Ormal au centre d'Arda, qu'elle nomme Almaren. De son côté, Melkor revient en secret et commence l'édification d'une vaste forteresse sous la terre, sous de sombres montagnes, les montagnes de fer, où la lumière d'Illuin est faible. Il s'agit d'Utumno. Dans une version antérieure, Tolkien détermine que Melkor éleva les Ered Angrin, les montagnes de fer, comme une barrière pour sa citadelle Utumno. Cette création n'est plus explicite ensuite, sans pour autant que son contraire soit statué. Ayant repris ses marques sur le monde, Melkor abat les piliers et brise les lampes. Dans le renversement des puissants piliers, les terres sont brisées et les mers s'élèvent avec tumulte. Et la forme d'Arda et la symétrie de ses eaux et de ses terres est gâchée en ce temps. Si bien que les premiers projets des Valar ne furent plus jamais restaurés. Et les Valar ne purent pas le vaincre en ce temps-là, car une grande part de leur force était nécessaire pour contenir les tumultes de la terre et pour sauver de la ruine tout ce qui pouvait être encore sauvé de leur labeur. Et la demeure des Valar sur Almaren fut complètement détruite. Ils partirent donc de la terre du milieu et vinrent en terre d'Aman, qui était la plus occidentale de toutes les terres sur les bords du monde. Les Valar fortifièrent leur demeure et sur les rivages de la mer, ils élevèrent les Pelori, les montagnes d'Aman, les plus hautes du monde délimitant leur pays, le Valinor. Les Valar construirent leur cité au milieu de la plaine au-delà des Pelori et devant sa porte occidentale, il y avait un tertre vert. C'est sur ce tertre que vont naître peu après les deux arbres. Il n'est pas dit clairement que les événements entourant la destruction des lampes génèrent deux grandes mers intérieures, mais la mer de Helcar est mentionnée plus loin comme étant à l'endroit où se trouvait la montagne d'Illuin, et les noms Helcar et Ringil sont liés aux lampes depuis les premiers écrits de Tolkien. En revanche, l'allusion à une symétrie gâchée laisse une indication sur l'aspect du monde avant la destruction des lampes. Tolkien parle de l'origine des montagnes brumeuses dans les Annales d'Aman lorsqu'il détaille la grande marche des elfes. Les montagnes étaient les Isaiglir, les tours de brume, sur les limites de l'Eriador. Cependant, elles étaient plus grandes et plus terribles en séjour, et elles avaient été élevées par Melkor pour gêner la chevauchée d'Oromé. Mais compte tenu de la situation de Melkor durant la marche dans les Annales, l'érection des Ithaeglir n'est pas précisément liée au voyage des elfes, mais a été nécessairement faite avant la bataille des dieux, a priori pour gêner les déplacements d'Oromé en terre du milieu. Lors de la bataille des dieux, Melkor et les Valar se rencontrent d'abord au nord-ouest de la Terre du Milieu et toute cette région fut grandement brisée. Selon les annales des années 30, la précision n'ayant plus été reportée ensuite, dans la guerre des dieux, les montagnes de Melkor furent brisées et déformées dans l'ouest, et de leurs fragments furent façonnés Ered Wethrin et Ered Lomin. Mais les montagnes de fer se courbèrent vers le nord et il y eut une centaine de lieues entre elles et le détroit glacé d'Aelkaraxé.
Reste à savoir combien mesure une lieue. Une lieue terrestre britannique équivaut à 3 miles, définition avec laquelle Tolkien s'accorde dans les contes et légendes inachevés du Troisième Âge lorsqu'il se penche sur les mesures de distance nouménoréennes. Il indique que 5000 rangars étaient vraiment proches de 3 de nos miles et seraient presque exactement équivalents à 5280 yards, notre lieue. Les annales grises rajoutent que la Terre du Milieu prit la forme qu'elle garda jusqu'à la guerre de la colère à la fin du Premier Âge. La Grande Mer brisa les côtes et fit un profond golfe vers le sud, et de nombreuses baies moindres furent faites entre le Grand Golfe et El Karaxi. De ces baies, la baie de Ballar était la plus importante, et la rivière Sirion venait s'y déverser depuis les terres septentrionales nouvellement élevées, le Dorthonion et les montagnes autour du Hithlum. Melkor se réfugia dans sa forteresse et durant le siège d'Utunmo, la terre du milieu fut cruellement secouée et la grande mer devint plus large et plus profonde. Au 7e siècle du Deuxième Âge, les rivages de la baie de Belfalas étaient encore principalement désolés, à part un port et une petite colonie d'elfes à l'embouchure de la confluence de la Morthond et du Ringlo. Celle-ci, d'après les traditions de Dol Amroth, avait été établie par des Sindar marins des ports occidentaux du Beleriand qui avaient fui dans 3 petits navires quand le pouvoir de Morgoth surpassa les Eldar et les Atani. Mais elle fut plus tard augmentée par des aventuriers des elfes sylvains cherchant la mer qui descendait l'Anduin. Cette mention de la baie de Belfalas et surtout du port qui, selon Christopher Tolkien et Etheland, implique qu'au moins les environs du port n'ont guère été sujets à des changements conséquents depuis la guerre des dieux. Mais un autre texte, sans doute de la même année, suggère que ce port date du Deuxième Âge et serait donc postérieur à la guerre de la colère. Difficile de savoir laquelle de ces idées est la plus récente. En tout cas, dans son exposé, Christopher les donne dans cet ordre. Inventées durant l'écriture du Seigneur des Anneaux, les montagnes blanches sont mentionnées dans le paysage de l'histoire de la marche des elfes, dans une partie traitant du destin des Nandar, publiée dans le Homi 11. Mais rien n'est dit du moment où elles émergent du sol. La mention du fait qu'il n'y ait plus de retour possible au rivage où se sont éveillés les elfes est assez tardive, puisqu'on ne la trouve que dans les annales d'Aman. Lors des changements du monde, les formes des terres et des mers ont été brisées et refaçonnées. Les rivières n'ont pas gardé leur cours, les montagnes ne sont pas restées fermes, et vers Cuivienen, il n'y a pas de retour. À noter qu'au moins vers la fin de sa vie, la région d'éveil des elfes ne semble pas être une simple berge de mer intérieure pour Tolkien, mais un paysage parsemé de lacs, car avant qu'ils ne vinrent au Beleriand, les Teleri avaient développé l'art de la fabrication de bateaux, d'abord de radeaux, et bientôt d'embarcations légères avec des rames faites en imitation des oiseaux d'eau sur les lacs près de leur première maison. Avant de devenir Tol Eressëa, l'île s'est tenue longtemps seule parmi la mer depuis les tumultes de la chute d'Elwyn. Et c'est lorsque les premiers elfes arrivent au Valinor que la passe de la lumière, Calakiria, est créée dans les Pelori et que les elfes commencent la construction de la verte colline Tuna et qu'ils élèvent les murs blancs de Tirion. Plus tard, les elfes construisent Alqualondë sur la côte au nord de Calakiria. Les nains longue-barbe trouvent leur origine au mont Gundabad qui se situe à la jonction des montagnes grises et des montagnes brumeuses. Depuis ce point, les longue-barbes s'étaient répandus vers le sud, le long des vallées de l'Anduin et avaient fait leur demeure et place forte principale à la Moria, et aussi vers l'est, jusqu'aux collines de fer. Mais ils étaient sujets aux attaques des orques de Morgoth. Durant la guerre des joyaux et le siège d'Angband, quand Morgoth eut besoin de toutes ses forces, ces attaques cessèrent. Ce passage implique que les montagnes grises du nord et les collines de fer existent déjà au moment des conflits du Beleriand, mais on n'en saura pas plus. Ce chapelet d'îles est placé durant la dissimulation du Valinor et toutes les mers autour d'elle furent remplies d'ombre et de confusion, et ces îles furent liées comme un filet dans les mers ombreuses du nord au sud avant que Tol Eressëa ne soit atteinte. Les navires pouvaient difficilement passer entre elles car les vagues gémissaient contre les sombres rochers enveloppés de brume, et dans cette pénombre une grande lassitude prenait les marins ainsi qu'un dégoût de la mer. Mais tous ceux qui posèrent le pied sur les îles furent piégés et dormirent jusqu'au changement du monde. Généralement, le changement du monde, avec les majuscules, fait référence au cataclysme de la chute de Númenor. Pour ce sujet,
un développement extradiégétique me semble intéressant. Dans l'Ambarkenta, la localisation du Hildorien est d'autant plus claire qu'une carte illustre le texte. Hildorien, le pays où les hommes s'éveillent en premier, s'étend entre ces montagnes, les montagnes du vent dans le contexte du texte, et la mer orientale. Mais plus tard, au milieu des années 40, alors qu'il travaille sur la submersion de l'Anadouné, Tolkien écrit un brouillon lapidaire disant « La grande terre centrale, Europe et Asie, fut habitée en premier. Les hommes s'éveillèrent en Mésopotamie. Leurs destins, alors qu'ils se répandaient, furent très variés. » L'usage des mots Europe, Asie et Mésopotamie ne laisse plus aucun doute quant à la correspondance au moins partielle des continents de notre monde avec le sien, en tout cas durant cette phase de son travail. Une seconde version est plus rédigée. Les hommes s'éveillèrent en premier au milieu de la grande terre du milieu, Europe et Asie, et l'Asie fut d'abord faiblement habitée, avant les âges sombres du grand froid. Même avant ce temps, les hommes s'étaient répandus vers l'ouest et vers l'est, aussi loin que les rivages de la mer. Pour faire court, car ce n'est ni simple ni le sujet, les âges sombres semblent faire référence ailleurs, pour les elfes comme pour les hommes, à la période d'avant la naissance du soleil, dans le contexte où il naît de Laurelin, ou à la période d'avant la rencontre des Eldar et des Edain. Mais la référence à un froid particulier n'est présente que dans l'exemple donné, et je ne vois pas à quoi cela peut faire allusion. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous exprimer. Au regard de la carte numéro 5 de l'Ambarkenta, la grande terre centrale désigne très probablement le morceau le plus imposant de ce qu'il reste de la terre du milieu brisée en deux. Et comme les hommes se répandent vers l'est, il devient difficile de considérer un emplacement du Hildorien au bord de la limite orientale du continent comme dans la carte numéro 4. En revanche, la Mésopotamie correspondrait au centre du continent, si on se fie au tracé peu marqué de la carte numéro 5 rappelant les silhouettes de l'Afrique et de la péninsule arabique. Cette position centrale permettrait une migration vers l'est. Enfin, dans le Cuenta Silmarillion tardif, l'île Dorienne est placée dans la partie centrale de la Terre du Milieu, au-delà de la grande rivière et de la mer intérieure, en des régions que ni les Eldar ni les Avaris ne connaissaient. Ce dernier descriptif semble bien mieux s'accorder avec la position mésopotamienne du Hildorien qu'avec celle d'une région poussée dans l'est du continent. Et la suite de la description correspond également au regard de la carte numéro 5. La Mésopotamie se retrouve en une région relativement éloignée de Cuivienen et qui n'a pas été traversée par la marche des Eldar. Et d'un point de vue nord-occidental, elle se trouve bien au-delà de l'Anduin, qui est sans doute la grande rivière, et de la mer de Helkar ou de la mer de Rhûn. Il semble donc raisonnable de penser que dans les années 40, Tolkien a modifié sa vision de l'emplacement du pays de l'éveil des hommes pour le déplacer au centre du continent et qu'une dizaine d'années plus tard, ses écrits semblent confirmer son dernier avis. Dans le Romy 11, Christopher Tolkien se questionne sur la possibilité que la mer de Rhûn soit la mer de Helkar largement rétrécie. Car avec l'invention de la mer de Rhûn durant l'écriture du Seigneur des Anneaux, les références dans les récits de Tolkien à une mer intérieure, sans plus de précision, deviennent floues, comme dans notre dernière citation au sujet du lieu d'éveil des hommes. À noter que dans un texte tardif, Tolkien mentionne l'existence de la mer de Rhûn durant la marche des elfes. Avant qu'ils ne vinrent au Beleriand, les Teleri avaient déjà développé l'art de la fabrication des bateaux, d'abord de radeaux, et plus tard durant le grand voyage, pour traverser les rivières ou tout particulièrement durant leur long séjour sur les rivages de la mer de Rhûn, où leurs navires devinrent plus larges et plus solides. Par ailleurs, les populations humaines ont également vécu sur les rivages d'une mer intérieure dont la description s'accorde parfaitement avec la mer de Rhûn. Selon leurs propres légendes et histoires, le peuple de Hador a longuement demeuré, durant leur migration vers l'ouest, sur les rivages d'une mer trop large pour en voir le bout. Elle n'avait pas de marée, mais était visitée par de grosses tempêtes. Une partie de leur population, dont ils avaient été séparés, avait atteint la même mer avant eux et demeurait au pied des hautes collines au sud-ouest, alors qu'ils vivaient au nord-est dans les bois. Ils étaient ainsi à environ 200 miles les uns des autres par la mer. À la connaissance de ces passages en lien avec leur contexte historique tant diégétique qu'extradiégétique, déjà présentés sur la chaîne, je vous laisse tirer les conclusions que vous souhaitez quant à la problématique soulevée. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Le Mordor est inventé lors de l'écriture du Seigneur des Anneaux, et Tolkien ne révèle pas son origine dans un premier temps, mais parlant de l'établissement de Shelob dans ces montagnes, il la mentionne fuyant la ruine et présente avant Sauron. Tolkien parle sans doute là de la ruine du Beleriand peu avant la fin du Premier Âge, Shelob fuyant la Nan Dungortheb où les rejetons d'Ungoliant se terraient. Plus tard, il se contente d'indiquer que la région a été nommée ainsi au Deuxième Âge, après l'installation de Sauron vers l'an 1000. Sauron quitta donc l'Eriador seul pour un temps, et il choisit la terre de Mordor, comme elle sera appelée ensuite, pour bastion.
On retrouve la même idée lorsqu'il l'évoque de nouveau, construisant secrètement sa grande forteresse dans le pays entouré de montagnes dans le sud, qui fut ensuite connu comme le Mordor. Cette allusion d'un nom donné au deuxième âge est questionnée par une note tardive indiquant que vers 1200 du deuxième âge ou peut-être un peu plus tard, Mordor est peut-être déjà un nom elfique du fait de son volcan Orodruin et de ses éruptions, qui n'étaient pas du fait de Sauron mais étaient une relique des travaux dévastateurs de Melkor durant le long premier âge. Faut-il comprendre que cette région fut nommée Mordor entre les années 1000 et 1200 du deuxième âge? Reste à savoir ce que désigne le long premier âge. Est-ce le premier âge selon les annales grises? Celui-ci, commençant au lever du soleil après le retour de Melkor en Terre du Milieu, lui laisserait peu de temps pour venir s'occuper d'une région semblant bien loin de ses considérations au moment de la guerre des joyaux. Et si oui, malgré tout, l'adjectif long est d'autant plus surprenant puisque, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le premier âge selon les annales grises est le plus court des âges. Une autre possibilité est que la période envisagée s'étendrait au temps précédant le retour de Melkor en Terre du Milieu. Rappelons qu'à l'époque de l'écriture de ce texte, Tolkien semble considérer que le Soleil existe dès le début de l'histoire du monde, et pourrait donc envisager que le Premier Âge, dont le nom complet est Premier Âge du Soleil, puisse désigner toute la période historique entre les débuts du monde et le bannissement de Melkor à la suite de la guerre de la colère. Et dans ce contexte, l'adjectif long qui lui est attribué devient plus compréhensif. Autre question, les travaux dévastateurs de Melkor n'ont-ils donné lieu qu'au volcan ou cela a-t-il également généré les remparts de montagne? On n'en saura pas plus. Estimons-nous chanceux de cette note bien tardive. On fait un petit bond dans le temps pour aborder rapidement le refuge de Radagast. Dès l'écriture du Hobbit, Radagast est mentionné comme vivant près de la frontière sud de Mirkwood. Mais ce n'est qu'au cours de l'écriture du Seigneur des Anneaux que son lieu d'habitation prend le nom de Rhosgobel, et si le texte confirme ce qui est dit dans le Hobbit, la première carte de travail du professeur est on ne peut plus explicite. Mais pour une raison qui m'est inconnue, Rhosgobel n'est pas indiqué sur la carte publiée en 1954 qui s'en inspire pourtant. Cependant, dans une note tardive au sujet des noms des Istari, Rhosgobel est décrit comme étant dans la forêt entre le Carrock et la vieille route de la forêt. Et là, ça colle plus du tout. Je n'ai trouvé aucune trace d'une raison de ce changement, donc encore une fois, si vous avez des pistes ou des hypothèses, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. On va s'arrêter là pour cette fois, pour des raisons de temps et de surcharge cognitive. Mais pas d'inquiétude, oui, le sujet de l'emplacement de Númenor est au programme, entre autres choses. Dans les dernières vidéos, suite à plusieurs commentaires en ce sens, j'ai essayé de ralentir un peu le rythme, notamment en coupant moins. J'ai mis un petit sondage dans l'onglet discussion de la chaîne pour recueillir votre ressenti sur la question. Ça m'aiderait bien que vous alliez y jeter un coup d'œil, même si vous visionnez cette vidéo des mois après sa sortie. Et si vous pensez qu'elle vaut bien un applaudissement, Namarie, Akenavo!